merci. Alors, il y a toute une partie mon propos qui vient d'être abordé par Florence sur l'articulation justice sociale, enjeux économiques, y compris du côté du travail, et puis enjeux écologiques. Donc je ne reviens pas sur ce volet-là, si ce n'est pour ajouter un élément qui est ce qu'avec Abdenour Bidar, nous avons appelé le double dérèglement climatique et qu'on reprend d'ailleurs dans un texte d'appel aux consciences qui normalement devait être publié le 8 décembre, c'est-à-dire après les marches sur le climat et à l'occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains. Cette notion de double dérèglement climatique, elle consiste à dire, évidemment, il y a sur le plan écologique le dégagement excessif de gaz à effet de serre qui se traduit en moyenne par le réchauffement, mais ça n'est qu'une moyenne, et en pratique ça se traduit par une accentuation de phénomènes extrêmes. On peut avoir aussi bien des inondations que des sécheresses, on peut avoir des phénomènes climatiques extrêmes du côté polaire autant que du côté canicule, etc. Donc celui-là, il est relativement bien identifié, notamment par les scientifiques, des rapports tels que le GIEC, etc. Mais il y a un autre dérèglement qu'on peut appeler la glaciation. La glaciation émotionnelle, relationnelle, et qui se traduit notamment par le creusement des inégalités sociales. C'est-à-dire quand vous avez, par exemple, une petite catégorie d'ultra-riches qui, de fait, est dans une stratégie survivaliste, hein, c'est l'hypothèse de Bruno Latour dans son livre « Où atterrir », qui est en train de se vérifier, y compris maintenant qu'on sait que des études par des sociétés capitalistes aussi importantes que Exxon, Shell, etc., avaient été faites dès les années 70, avaient conclu effectivement à l'importance du dérèglement climatique, avaient conclu à un certain nombre de conséquences extrêmes, et munis de ces études, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été financés les courants climato-sceptiques. Donc, un cynisme absolu, c'est-à-dire, en gros, ils savent qu'il n'y a pas d'humanité viable à 8 milliards, 9 milliards, a fortiori 12 milliards, avec les modes économiques de production, de consommation, de distribution actuels. Mais comme ils ne veulent pas changer leur mode de vie, de consommation, etc., la conclusion qu'ils en tirent, c'est eh bien oui, il n'y a pas de la place pour les 8 milliards et davantage. Donc comment on s'en sort, nous? Et c'est la stratégie survivaliste de l'oligarchie, qui explique par exemple le creusement des inégalités sociales, c'est-à-dire l'abandon complet du discours sur la mondialisation heureuse, en gros le passage à Trump, qui à ce moment-là illustre parfaitement ça, et il faut regarder Trump comme on a regardé des phénomènes tels que le nazisme, c'est-à-dire le fait qu'il soit lui-même à titre personnel un clown pathogène, mais Hitler était aussi un clown pathogène, n'empêchait pas qu'il y avait une vraie vision stratégique qui, elle, est parfaitement criminelle et dangereuse. Et Trump n'est pas le seul dans cette perspective, et l'élection récente de Bolsonaro au Brésil en est une manifestation encore plus caricaturale. Donc, ce double dérèglement climatique, on le retrouve évidemment dans l'actualité avec le conflit des Gilets jaunes. C'est-à-dire, à partir du moment où on n'a pas pris en compte la question sociale, où on a rajouté des sentiments d'humiliation, de mépris, etc., ça finit par prendre des formes explosives, et ça produit aussi ce que William Reich, dans les années 30 et 40, avait analysé dans un livre qu'il faut vraiment relire, qui s'appelle « Psychopathologie
de masse du fascisme, sur les phénomènes de régression émotionnelle. C'est-à-dire la question que Reich se posait, Reich qui vient d'une culture marxiste, c'était de dire comment se fait-il que les victimes du système capitaliste, au lieu de se retourner contre la cause de leur déclassement, qui est le système capitaliste lui-même, finissent par se retourner, pour une partie non négligeable d'entre elles, contre d'autres victimes, et souvent contre plus victimes qu'elles. Et il disait, si on raisonne sur un plan purement rationnel, avec une analyse marxiste sur les contradictions rationnelles d'intérêt économique, on ne comprend pas ça. Par contre, si on raisonne sur le plan émotionnel, et Bourdieu, d'une certaine façon, reprendra avec la distinction une analyse assez proche dans l'époque contemporaine, on comprend bien ce qui se passe. C'est-à-dire que quand il y a peur du déclassement, pour soi-même ou pour ses enfants, l'une des façons de réagir à cette peur, c'est de se tourner contre plus petit, plus pauvre, plus misérable que soi. C'est ce qui donnait dans les années 30 le fait que toute une partie du prolétariat de l'époque s'était retournée contre le sous-prolétariat, contre les immigrés de l'époque, etc. Et c'est la même chose qui peut aujourd'hui se reproduire. Ce qui va expliquer que, par exemple, une partie, heureusement minoritaire, du mouvement des Gilets jaunes, on l'a vu à Calais, a cette étude de dénonciation des immigrés et peut être instrumentée par des courants d'extrême droite. Heureusement, c'est resté relativement minoritaire, mais il y a aussi ce phénomène-là. Donc, dans la question du double dérèglement climatique, prendre en compte et la question sociale et la question émotionnelle, c'est-à-dire les effets que produisent le sentiment de mépris et d'humiliation, est absolument déterminant. C'est pour ça que l'un des enjeux, c'est comment on transforme de la violence en conflit. Le conflit n'est pas, non seulement ne doit pas être analysé dans la même catégorie que la violence, mais il faut oser dire que le conflit est une alternative à la violence. C'est quand des conflits ne se sont pas produits à temps que la violence surgit. Et donc, on ne ressort de la violence qu'en recréant du conflit. Et la première capacité, c'est effectivement de construire des espaces d'écoute sur l'ensemble des causes de souffrance, qu'elles soient écologiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient émotionnelles, etc. Parce que la première violence, c'est le sentiment de mépris, d'humiliation, etc. Donc ça, c'est un premier élément qui est important à prendre en compte. Et si ça vous intéresse, je vous enverrai, j'ai déjà envoyé à plusieurs d'entre vous, et puis des personnes très proches de la Ligue, comme Edgar Morin, Jean-Pierre Dubois, Marie-Christine Vergès, etc., ont été associés, ont déjà signé ce texte qui s'appelle « Appel aux consciences » et qui, justement, à l'occasion et des marches sur le climat et du 70e anniversaire de la DUDH, dit, par rapport à ça, comment nous organisons-nous pour produire à la fois une résistance créative, mais aussi une capacité de mise en œuvre de nos propres projets, sans attendre les réformes structurelles pour lesquelles, par ailleurs, nous combattons. Ce qu'au sein de l'économie sociale et solidaire, on a appelé la stratégie du rêve, c'est-à-dire le lien entre le R de la résistance, mais qui à ce moment-là est de la résistance créatrice, c'est pas de la révolte désespérée, le V de la vision transformatrice qui débloque l'imaginaire, qui dit effectivement un autre monde, d'autres mondes sont possibles, et sans attendre le E de l'expérimentation anticipatrice, c'est-à-dire qui va organiser partout où c'est possible, avec toutes celles et tous ceux qui le veulent, le type d'économie, le type de société, le type de démocratie, le type d'éducation, etc., que nous proposons par ailleurs, qui est aussi la seule façon de rendre nos projets désirables. C'est-à-dire quand on est uniquement dans la dénonciation, aussi légitime soit cette dénonciation,
si on ne fait pas la démonstration que d'autres voies sont possibles, eh bien, il y a toujours un moment où on vous dit soit vous êtes des idéalistes, soit, ce qui à certains égards est pire, vous êtes dans une forme de militantisme sacrificiel. C'est-à-dire, en attendant, nous sommes incapables de sortir de la triple peine dont parlait tout à l'heure Florence. Donc, dans cette stratégie du rêve, il y a la résistance, il y a la vision, il y a l'expérimentation, et puis il y a aussi un autre E et un autre R. Le E de l'évaluation, mais entendu au sens fort du mot d'évaluation, qui veut dire délibérer sur ce qui fait valeur. J'ai eu l'occasion de conduire une mission et sur l'évaluation des politiques publiques et sur une autre approche de la richesse. Et j'avais posé le fait qu'il fallait entendre évaluation par délibérer sur ce qui fait valeur et distinguer radicalement la notion d'évaluation de la notion de contrôle, et surtout pas de réduire de l'évaluation à de la mesure, ce qui n'empêche pas que des éléments quantitatifs soient utiles, mais le cœur de l'évaluation, c'est une délibération sur ce qui fait valeur, et en entendant le mot valeur, lui aussi dans son sens fort, qui veut dire force de vie. C'est la raison pour laquelle, par exemple, s'il y a de la destruction de forces de vie naturelles, par exemple d'un écosystème vital, ou de la destruction de forces de vie humaines, par exemple la souffrance au travail, qui peut conduire, y compris dans les cas limites, à des suicides, ça devrait être enregistré comme destruction de valeur. Dans mon rapport Reconsidérer la richesse, j'avais même proposé qu'il puisse y avoir des dispositifs d'alerte pour risque de dépôt de bilan écologique ou de dépôt de bilan social à partir du moment où des seuils de soutenabilité, justement dans la destruction de valeurs écologiques ou de valeurs sociales, seraient mis en cause. Donc quand on va dans cette direction, on voit bien qu'il y a un bouleversement radical de l'approche économique, de l'approche sociale, c'est la question que Florence vient d'évoquer, de l'approche émotionnelle, je viens d'en dire quelques mots, mais aussi de l'approche proprement politique. C'est tout le changement de la vision géopolitique qui est bouleversé par le fait que la question politique de base, qui est la question est-ce que la communauté politique est menacée de destruction? C'est comme ça que le politique s'est construit. Il s'est construit autour de l'idée comment on garantit à une cité, une tribu, un État, une nation, un empire, quelles que soient les formes du politique, comment on garantit son existence par rapport à des menaces qui sont considérées comme des menaces extérieures. C'était la question du barbare, c'était la question de l'étranger, c'est la question de l'ennemi, si c'est des communautés de croyances, c'est la question de l'infidèle, etc. Or, cette question qui est au cœur du politique, elle est évidemment radicalement rebattue dans une autre perspective, à partir du moment où on se pose la question de l'universel du côté de l'humanité, c'est-à-dire quand on pose la question est-ce que l'humanité est menacée de destruction? La réponse est hélas oui. Mais est-ce qu'elle est menacée de destruction par des barbares ou des ennemis extraterrestres, en dehors des films catastrophes et des fantasmes sur la question? On voit bien que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire l'humanité est bel et bien menacée, mais elle est menacée par sa propre part d'inhumanité. Elle n'est pas menacée par une barbarie extérieure, elle est menacée par une barbarie intérieure. Mais ça change radicalement la question du politique. Parce que là où le politique classique réagit en termes d'organisation de la défense ou de la conquête pour les mêmes raisons, la meilleure défense, c'est l'attaque. À partir du moment où on dit ce qui nous menace, y compris de destruction, c'est notre propre inhumanité, c'est notre propre barbarie intérieure, c'est notre propre glaciation émotionnelle, c'est notre propre irresponsabilité écologique, etc., eh bien, ça veut dire que la question clé du politique devient effectivement celle du vivre ensemble, y compris du vivre ensemble
avec nos différences, avec nos divergences, celle de la capacité de transformer de la violence en conflit, celle de la capacité à transformer des ennemis en adversaires, qui est un des enjeux démocratiques majeurs, et d'une certaine façon, ça oblige le politique à renouer avec une très vieille question, qui est la question de la sagesse. Parce que qui disait depuis des siècles et même des millénaires qu'il y avait bien pour l'humanité un problème de barbarie, mais que ce n'était pas un problème de barbarie extérieure, c'était un problème de barbarie intérieure, c'est pour l'essentiel les traditions de sagesse. Donc la question qui était déjà en partie la question grecque, qui est la question de la sagesse au cœur du politique, devient un enjeu déterminant. Vous l'avez à travers ce changement de posture radical qui est exprimé par ce qui se passe quand des pilotes d'essai, qui pour la plupart d'entre eux ont été des pilotes de chasse, c'est-à-dire qui étaient par excellence dans la posture de la puissance guerrière, deviennent astronautes. Et quand ils deviennent astronautes et qu'on écoute leurs témoignages, changement radical de perspective, quels sont les deux mots-clés qu'ils vont utiliser dans leur témoignage? Le premier, c'est le terme d'émerveillement, émerveillement devant cette planète bleue, magnifique, etc. Et le deuxième, c'est sentiment de fragilité. À la fois fragilité écologique, y compris parce que la très fine couche atmosphérique est alimentée en grande partie par le phytoplancton, pour la partie oxygène, par le phytoplancton de nos océans, beaucoup plus que par les forêts, qui est menacée par l'acidification des océans, le réchauffement, etc. Mais aussi fragilité de l'espèce humaine elle-même, c'est-à-dire que si cette espèce, à cause même de son déni de fragilité, continue à être dans des comportements de logique de puissance dominatrice, de puissance guerrière, etc., à ce moment-là, non seulement elle détruit son écosystème vital, mais elle se détruit elle-même. Chercher émerveillement et fragilité dans tous les traités de géopolitique, depuis l'art de la guerre jusqu'à Raymond Aron, en passant par Clausewitz, Machiavel, etc., vous aurez de la chance si vous les trouverez. Or, le cœur de la nouvelle géopolitique, c'est celle, au contraire, qui va pleinement intégrer cette dimension, c'est-à-dire qui va faire ce même changement de posture, mais comme on n'a pas la possibilité de devenir tous astronautes, nous avons un autre moyen de le faire, ce qu'on appelle l'overview effect, et par exemple, il y a Jean-Pierre Bou, qui est cet ami qui a construit un logiciel qui permet de regarder la Terre vue de l'espace, vue du point de Lagrange, là où on est à 1,5 milliard de kilomètres carrés et on a la possibilité de voir la planète Terre tourner complètement. Et là, le sentiment qu'on éprouve devant cette situation et ce rapport entre fragilité et émerveillement devient le cœur de la nouvelle géopolitique. Et là, on retrouve aussi la question de l'alternative à la glaciation émotionnelle. On retrouve les questions de Marcel Mauss, comment s'opposer sans se massacrer. On retrouve même, à un niveau plus radical encore, l'une des grandes questions de l'humanité, qui est à ce moment-là pas simplement une question de l'intime, mais aussi une question politique, qui est le rapport entre l'aspiration au bonheur, l'aspiration à l'amour, l'aspiration au sens. Ça ouvre aussi une perspective qui est tout à fait passionnante, c'est que quand vous regardez les expressions populaires, la vision sur ces trois demandes fondamentales chez les êtres humains, que sont la demande d'amour, la demande de bonheur, la demande de sens, sont en fait très largement des visions sinistres. Regardez, l'amour est associé à la chute. On tombe amoureux, on tombe enceinte. Le bonheur est associé à l'ennui. Conte de fées, ils furent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, il ne se passe plus rien. Si vous cherchez l'intensité, vous voyez plutôt du côté du malheur, que font les médias. Ou, sur le plan collectif, les peuples heureux n'ont pas d'histoire. Et le sens est associé à la guerre.
À partir du moment où cette question fondamentale, puisque du fait que nous sommes des êtres de conscience réflexive, nous savons que nous allons mourir. Donc comment vivre en sachant que nous allons mourir? Comment vivre en sachant que des personnes que nous aimons vont mourir? La question du sens, elle est radicalement fondamentale pour les êtres humains. Mais évidemment, la tentation, quand on a trouvé un sens, de considérer qu'un sens rival est menaçant, conduit à des formes dangereuses d'intégrisme, de fondamentalisme, etc. Donc la grande affaire, c'est de faire mentir cette triple vision sinistre, la pensée stina à l'échelle radicale, en dessous même du socle écologique, social, etc., et de faire mentir l'idée que l'amour est associé à la chute, le bonheur à l'ennui et le sens à la guerre. Et de dire, mais pas du tout. On peut au contraire s'élever en amour, et la façon dont les humains vont inventer d'autres formes de l'art d'aimer est bien un enjeu majeur. C'est pour ça que des questions telles que la lutte contre les violences sexuelles, les nouveaux rapports hommes-femmes, hommes-femmes-enfants, etc., sont des questions éminemment politiques et pas simplement personnelles. Donc on peut s'élever en amour, on n'est pas condamné à ce que l'amour soit associé à la chute. On peut vivre à la bonheur, c'est-à-dire l'art, le bonheur est à ce moment-là un art de l'intensité, un art de la pleine présence, comme on dit aujourd'hui, et la pluralité des traditions de sens est une chance pour l'humanité, à condition que ces sens soient respectueux, c'est toute la question de la laïcité, des éléments de tolérance qui fait que ces sens-là ne sont pas tirés vers leur face éclatante et guerrière. Donc vous sentez bien que la vraie réponse, la vraie alternative au fondamentalisme marchand, pour reprendre une expression de Joseph Stiglitz, la forme, disons, culturelle du capitalisme financier, c'est au fond de nous dire, ben oui, si par hypothèse on remettait l'humain au centre, comme vous ne cessez de le dire, vous les humanistes, vous les progressistes, etc., vous seriez confrontés à la tragédie de l'être, c'est-à-dire à la tragédie de l'amour, du bonheur et du sens. Donc effectivement, nous, on n'est pas du côté de l'être, on est du côté de l'avoir, on est du côté du futile et de l'inutile, beaucoup plus utile, etc. Mais en quelque sorte, c'est pour votre bien, parce que c'est le divertissement, au sens pascalien du terme, qui vous évite de vous affronter à cette question. Donc vous voyez, si je reprends aussi ce volet, qui est en général rarement évoqué, et notamment dans des milieux plus militants, c'est parce que nous devons conduire la stratégie du rêve, que ce soit du côté de la résistance, du côté de l'expérimentation, du côté de la vision, ou du dernier R, qui est celui de la résilience refondatrice, dont nous avons impérativement besoin pour les raisons qu'a rappelé tout à l'heure Florence, nous avons aussi besoin de le placer sur ce terrain-là. Parce que la question la plus radicale, in fine, y compris dans des situations d'effondrement, c'est bien la question comment la vie renaît après des situations d'effondrement. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu un au-delà à Auschwitz et Hiroshima? Comment renaît la vie? Or, à chaque fois qu'on regarde des situations de catastrophe, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que la clé, c'est le rapport solidarité-espérance. Quand vous prenez le livre fameux de Raphaël, de Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer, à la page 222-223, on a enfin une bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est que contrairement aux idées reçues, en situation de catastrophe, la majorité des comportements humains sont plutôt des comportements de solidarité que de panique ou de rivalité. Et ça se vérifie dans quantité de situations. On l'a vu encore récemment avec les inondations. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Très souvent, ça ne change rien à la ruine matérielle. Mais la ruine matérielle, c'est ce dont les sociétés humaines se relèvent le plus rapidement. Regardez l'Allemagne et le Japon, les deux vaincus de la dernière guerre, totalement détruits, 20 ans après, c'était des géants économiques. Donc la vraie question, ça n'est pas le collapse matériel, la vraie question, c'est le collapse moral. C'est le moment où on perd radicalement confiance dans les autres, et perdant confiance dans les autres, on perd confiance dans l'avenir.
Or, ce que produit la solidarité, c'est l'inverse. Par exemple, les personnes qui avaient été inondées dans le sud de la France et qui avaient reçu la solidarité des personnes qui avaient vécu ces inondations dans le Nord quelques mois avant, ils disaient, certes, on a tout perdu, mais cette solidarité-là, en nous redonnant confiance dans les autres, nous a redonné confiance dans la vie. Donc à partir de ce moment-là, et là on est bien au cœur de l'alternative à la glaciation émotionnelle, on est au cœur de l'ABS comme acte politique et pas simplement comme acte de l'intime, on comprend bien aussi qu'on n'est pas obligé d'attendre les collapses, les catastrophes, les effondrements pour pratiquer la solidarité et l'espérance, avec toutes les conséquences que ça entraîne, y compris tout ce que Florence a raconté en matière de lutte pour la justice sociale, contre les inégalités, contre l'évasion fiscale qui est un des leviers majeurs de ces inégalités, etc. Et donc rassembler tout ça, ça entraîne effectivement quelque chose que par exemple nous lisons beaucoup à l'intérieur de ce qu'on a appelé l'archipel citoyen des jours heureux. Je vous rappelle que les jours heureux, c'est le titre choisi par le Conseil national de la résistance pour son programme. C'est quand même très intéressant de se rappeler que dans une situation elle-même tragique, plus tragique encore que celle qu'actuellement nous sommes en train de vivre, ils ont été capables non seulement d'unifier les maquis et de préparer la libération, ce qui n'était déjà pas une petite affaire, mais aussi de se projeter sur un avenir désirable, avec au cœur la sécurité sociale, et d'appeler ce programme les jours heureux. Eh bien, à partir du moment où nous plaçons dans cette perspective, ben effectivement, comme nous le disons souvent dans cet archipel, choisir d'être heureux devient un acte de résistance politique.